Bonjour à tous. Du coup, c'est écrit, je m'appelle Antoine, je vais avoir 31 ans et je vais essayer, enfin, je vais pas essayer, on va discuter aujourd'hui et on va se poser la question de savoir comment devenir un entrepreneur innovant. Je vais essayer au maximum de vulgariser parce qu'on a des très jeunes et des moins jeunes, donc l'objectif c'est de vulgariser au maximum. S'il y a quelque chose que vous comprenez pas, même si c'est questions-réponses à la fin, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre, d'accord, et me dire là j'ai pas compris, est-ce que tu peux réexpliquer? L'objectif c'est qu'on puisse se poser la question ensemble, que si certains se posent la question ou pas, est-ce que j'ai envie de devenir entrepreneur un jour, ou c'est quoi une startup, c'est quoi un entrepreneur, etc., ça puisse vous inspirer. Le but c'est pas d'apprendre par cœur tout ce que je vais dire, le but c'est de comprendre et d'avoir une première réflexion sur cette question si c'est pas déjà fait, ou en tout cas d'aborder mon point de vue. Ça marche? Ça. Donc du coup, première question, c'est quoi un entrepreneur? Si vous regardez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de définitions pour savoir ce qu'est un entrepreneur. La définition que moi j'ai envie de vous donner et que ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est de se dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui part d'une idée et qui a la capacité d'en faire quelque chose de réel, de palpable et d'en faire un succès. D'accord? C'est ça un entrepreneur. Il ne faut pas nécessairement être le patron de Facebook ou s'appeler Mark Zuckerberg pour être un entrepreneur. Aujourd'hui, quand on parle de start-up et quand on parle d'entrepreneuriat, qu'on ouvre les journaux ou la télé, on parle très souvent de start-up du digital, du numérique, de réseaux sociaux, etc. Si je vous dis par exemple un pâtissier qui décide d'inventer une nouvelle recette avec un nouvel ingrédient, en soi, c'est un entrepreneur. C'est bien quelqu'un qui est parti d'une idée, qui a fait quelque chose de concret, qui a fonctionné. D'accord? Ça, c'est un entrepreneur. On parle même d'intra-entrepreneuriat. Un intra-entrepreneur, c'est quelqu'un qui décide de concrétiser une idée au sein d'une entreprise. D'accord? Donc si le chef pâtissier il est propriétaire de sa maison, c'est un entrepreneur. Si le pâtissier en question, c'est un commis qui travaille dans une maison de pâtisserie, qui décide lui-même, sans forcément prévenir sa hiérarchie, qui va créer une nouvelle recette, il la propose et elle fonctionne, c'est de l'intra-entrepreneuriat. J'ai vu passer quelque chose il n'y a pas très longtemps, c'était sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. C'est un carreleur qui a décidé pendant ses vacances de mettre au point une machine qui lui permet de gagner du temps au moment de poser le carrelage sur le sol. Personne ne lui avait rien demandé, il est revenu et finalement sa hiérarchie et ses patrons l'ont félicité et ont même pris le temps de chercher à développer cette nouvelle machine pour le distribuer à ses autres collègues. Ça pareil, c'est un exemple typique d'intra-entrepreneuriat. Donc encore une fois, l'entrepreneuriat ou l'intra-entrepreneuriat, c'est partir d'une idée et concrétiser cette idée. Maintenant du coup, c'est quoi une innovation ? Alors, quand je pose la question, en général, on me dit je sais ce qu'est une innovation, mais il y a aussi une erreur qui est courante, c'est de confondre innovation et invention. Une innovation, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais qu'on découvre dans un format ou un contexte nouveau. Si je prends l'exemple de la GoPro, tout le monde voit ce qu'est la GoPro? Vous voyez ce qu'est la GoPro, la petite caméra? La GoPro, là où c'est une innovation, c'est que quand elle est arrivée, elle a décidé de s'installer sur le marché des sports extrêmes et de ne cibler que les gens qui font du sport extrême. Mais en soi, la caméra miniature, à cette époque-là, techniquement, ça existait. Le stylo à 4 couleurs. Quand le stylo à 4 couleurs est arrivé, on savait ce qu'était un stylo. Mais le fait de le proposer un seul stylo avec 4 couleurs, en soi, c'est une innovation. C'est un format nouveau. Okay ? Et une invention, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est quelque chose de totalement nouveau et de disruptif. Par exemple, l'écran tactile, quand c'est arrivé, on n'avait jamais pris l'habitude d'appuyer sur un écran. Les premiers écrans tactiles, on était bien sur une invention. Ou la Nintendo Wii, la console de jeux vidéo, avant que la Nintendo Wii n'arrive, on était bien qu'avec des jeux vidéo uniquement avec souris clavier ou alors une manette. Et la Nintendo Wii, elle est arrivée et elle a dit moi je fais une invention, il y a peu ou très peu de boutons et on va contrôler par les gestes. Ça, c'est une invention. D'accord ? Donc un entrepreneur innovant, il peut très bien être innovant en amenant une invention aussi. L'idée de l'innovation, c'est d'apporter quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu avant. D'accord ? Donc du coup, ça en soi, ça répond pas à la question de savoir qu'est-ce qu'un entrepreneur innovant, mais au moins ça définit un petit peu le périmètre de savoir ce qu'est un entrepreneur et de ce qu'est une innovation. Ensuite, si je vous pose la question, est-ce qu'il faut avoir fait de longues études pour devenir un entrepreneur innovant ? Quelle est la réponse qui vous vient à l'esprit ? Allez-y, je ne vais pas vous manger. Ouais ?
Ok. Est-ce que vous avez une autre réponse? Tout le monde est d'accord avec le non? Est-ce que je peux te demander pourquoi du coup, à ton avis? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de faire de longues études d'après toi pour être un entrepreneur innovant? Ouais, très bien. En fait, c'est exactement ça. Donc je vais le développer, mais c'est exactement ça, bien joué. En fait, le plus difficile pour un entrepreneur, c'est pas d'avoir une idée. Avoir une bonne idée, c'est à la portée de tout le monde. On se retrouve tous dans notre quotidien, avoir des problématiques ou des besoins, de se dire tiens, et si ça existait, ce serait génial. Le plus difficile pour un entrepreneur, c'est de concrétiser cette idée et d'en faire quelque chose qui fonctionne. Donc on peut très bien ne pas avoir fait de longues études, avoir une bonne idée et avoir la capacité de la développer. D'accord? Si je prends l'exemple, qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? Ah oui, ça il faut que je le garde bien parce que ça va être un fil conducteur sur tout ce que je vais dire. Imaginez vous avez 18 ans et vous décidez de vous mettre au foot. D'accord? Il y a deux scénarios. Soit vous n'avez jamais fait de sport et vous vous mettez au foot, vous aurez beaucoup de choses à apprendre, mais c'est pas parce que vous n'avez jamais fait de sport à 18 ans que vous n'avez aucune garantie du succès. Vous pouvez très bien devenir un excellent footballeur. D'accord? Le deuxième scénario, vous avez 18 ans, vous démarrez au foot, mais vous avez derrière vous 6 ans d'athlétisme. Donc vous courez déjà bien. Donc vous avez des aptitudes en plus et des connaissances en plus, mais encore une fois, c'est pas ça qui va garantir à 100% le succès. L'idée, c'est de se dire que quand je suis un entrepreneur, si j'ai fait de longues études, j'ai davantage de connaissances et de cartes en main pour garantir le succès de la concrétisation de mon idée. D'accord? Mais il ne faut pas nécessairement avoir fait de longues études et avoir un bagage de connaissances extrêmement important pour se dire oui, je vais réussir à concrétiser mon idée. D'accord? Ensuite, autre question, est-ce qu'il vous faut beaucoup d'argent pour devenir un entrepreneur innovant? À votre avis? Est-ce que c'est indispensable d'avoir beaucoup d'argent pour être un entrepreneur innovant? Ouais? Et non, parce que... À condition qu'on ait besoin de matériel, et il y a plein d'idées qui ne nécessitent que très peu de matériel. On voit aujourd'hui la plupart des innovations, elles concernent le digital. Je pense aux réseaux sociaux, je pense à différents logiciels. Avec un ordinateur et une connexion Internet, aujourd'hui, on est capable de devenir un entrepreneur innovant. Et aujourd'hui, beaucoup plus que jamais, on a toutes les cartes en main pour devenir un entrepreneur innovant à moindre frais. Donc c'est sûr qu'il y a des idées qui nécessitent d'avoir plus de moyens que d'autres. Pour ces idées-là, il faut faire avec les moyens du bord. Et après, c'est à vous, en tant qu'entrepreneur à succès, d'aller trouver les bonnes personnes pour financer votre projet. Il y a un adolescent qui, je ne sais plus de quel pays, je crois que c'est un pays scandinave, qui a inventé une façon qui a proposé une façon de nettoyer les océans. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas. Et c'est un étudiant, c'est un jeune étudiant qui n'a pas forcément de moyens, et donc il a mis en place son idée avec les moyens du bord. Et en fait, il a commencé à présenter ça sur son site internet, à demander de l'argent et à faire de levée de fonds, etc. Et comme l'idée était excellente et que l'entrepreneur était bon, il y a finalement tout un tas d'investisseurs qui sont venus et qui ont dit ton idée elle est géniale et moi je vais mettre des sous pour t'aider à la développer. Et pourtant il est parti avec pas grand chose. Okay, et du coup, comment devenir un entrepreneur innovant? Alors là, je vais faire un gros effort de vulgarisation. Il y a deux grandes idées. La première idée, c'est ce que j'appelle l'AMP. 3 lettres, AMP. Donc c'est l'autonomie. M, c'est la maîtrise. Et P, c'est purpose en anglais, mais c'est l'objectif, le sens, la raison qu'on donne à tout ça. Je vais vous donner des exemples. D'accord? Donc ce premier concept, AMP, il faut retenir ces trois notions. Autonomie, maîtrise et la raison, l'objectif. L'autonomie, c'est quoi? C'est être autonome et agir en étant libre de faire ses propres choix. Okay, vous êtes, alors j'ai mis vous êtes aujourd'hui à un âge. D'accord, on va changer ça. Mais j'ai mis vous êtes aujourd'hui à un âge où vous apprenez à faire des choix qui impliqueront des changements dans votre vie. Alors j'ai pris le choix, j'ai pris l'exemple choix d'orientation pour mes études, le sport que vous allez pratiquer l'année prochaine et le métier que vous avez envie de faire. Je m'attendais à avoir des jeunes étudiants devant moi, mais vous comprenez l'idée. Dans tous les cas, vous avez toujours des choix importants à faire qui vont impacter votre quotidien. Et c'est important d'avoir l'autonomie de faire ces choix-là. Un entrepreneur autonome, il est libre de faire les choix qui concernent ce qu'il faut faire. Quelles sont les différentes tâches à réaliser? Là, je pars d'une idée. Voilà quelles sont les choses à faire. C'est à moi de décider. Il y a ça, ça, ça et ça à faire. La façon de réaliser ces tâches, voilà comment je dois les faire. La gestion de son temps, la définition de ses priorités
et avec qui il travaille. Un peu comme un chef d'équipe, au sport, au collège, etc. D'accord ? Donc ça, c'est l'autonomie de faire ses propres choix. Ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante, et c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs à succès. Ils ont cette autonomie quand ils démarrent, et surtout, ils ont à cœur de garder cette autonomie par la suite. Une fois qu'ils sont capables d'avoir cette autonomie, ils recherchent l'expertise. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est se donner la possibilité de devenir meilleur sur un sujet qui compte. On a tous envie d'être meilleur sur un sujet qui compte, mais on ne se laisse pas forcément le temps, ou on n'a pas forcément le temps. D'accord ? Si je reprends l'exemple du football tout à l'heure, c'est comme si vous décidez de prendre 20 minutes par jour, en plus, pour, je ne sais pas, travailler les jongles ou travailler votre technique, afin de vous améliorer. D'accord ? Ça, vous savez que c'est quelque chose qui compte si vous voulez devenir un meilleur footballeur. Vous prenez le temps de le faire. D'accord ? Donc ça, c'est la recherche de l'expertise sur les sujets qui comptent. Soit c'est les sujets qui comptent pour votre entreprise et pour votre idée, soit c'est des sujets qui comptent pour vous en tant que personne. D'accord ? Il y a 3 choses à savoir sur la notion d'expertise. C'est qu'il faut avoir le bon état d'esprit. Si je vous dis par exemple, qui est fort en maths ? Ceux qui sont forts en maths, lèvent la main. Il y a une personne qui est forte en maths. Et donc tous les autres, vous considérez que vous êtes nuls en maths. C'est ça ? Bah ça, par exemple, c'est pas le bon état d'esprit. Parce que l'idée, c'est de se dire, à aucun moment, il y a les cerveaux des personnes qui sont fortes en maths, ou le cerveau des gens qui sont nuls en maths. De la même manière, il n'y a pas des cerveaux des gens qui savent dessiner, et de cerveaux des gens qui ne savent pas dessiner. Ça, c'est une idée reçue, c'est faux, et je vais développer ça après. Mais l'idée, c'est de se dire qu'avec le bon état d'esprit, je suis capable de me dire, quelles que soient les compétences que je dois être capable d'avoir pour développer mon idée et devenir un entrepreneur innovant, j'ai la possibilité de le faire. Il n'y a aucun blocage ou injustice vis-à-vis de mon cerveau par rapport à un autre qui va m'empêcher de réaliser mon idée. D'accord ? Ensuite, devenir un expert, c'est accepter de faire des efforts et de sortir de la zone de confort. Ça paraît évident, mais il n'y a aucun entrepreneur innovant qui a réussi avec un parcours facile, sans jamais trébucher, sans jamais d'avoir d'échecs. Quand il y a des meet-ups sur l'entrepreneuriat, il y a toujours l'exemple qui revient du bébé, ou de l'enfant qui apprend à marcher. Ce qui est génial avec un enfant, c'est que c'est ultra spontané. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas la peur du jugement, il n'y a pas toutes les barrières que nous, on se met dans notre cerveau en vivant au quotidien. Quand il tombe, il chouine pas, sauf s'il se fait mal, mais il tombe, il se relève, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Donc si on est capable de l'avoir par défaut, dans un paramétrage par défaut, quand on est bébé, pourquoi est-ce qu'on le perd par la suite ? D'accord ? Donc c'est accepter de faire des efforts et de sortir de sa zone de confort, et ensuite, il faut être bien conscient aussi que plus on devient expert sur un sujet, plus c'est difficile de s'améliorer. Ça paraît logique. C'est clair pour tout le monde ? Donc du coup, j'ai fait l'autonomie, l'expertise. Le dernier, c'est quoi ? Comme ça, on voit si vous suivez, c'est pas mal ça. C'est le sens, c'est ça. La raison, le pourquoi. Là, c'est être capable de savoir pourquoi on innove et quel sens on donne à tout ça. J'ai pas mal d'entrepreneurs qui me posent des questions avant de se lancer et qui se posent la question en fait de savoir s'ils se lancent dans l'entrepreneuriat pour les bonnes raisons. Et il y a effectivement des bonnes et des mauvaises raisons. Quelques exemples de mauvaises raisons, c'est se dire par exemple pour gagner de l'argent. Ça, c'est une question qui m'est revenue souvent, de dire est-ce qu'on peut être entrepreneur et chercher à gagner de l'argent ? Et pour répondre à cette question, je dis que gagner de l'argent quand tu es entrepreneur, si c'est ton objectif, tu as 9 chances sur 10 de te planter. Gagner de l'argent quand tu es entrepreneur, il faut considérer que gagner de l'argent, finalement, c'est la conséquence des bons choix que tu fais pour développer ton idée. Mais si tu développes une idée pour toi gagner de l'argent, tu ne vas pas développer une idée pour répondre à un besoin ou pour contourner un obstacle ou pour régler un problème. Donc finalement, tu ne feras jamais d'argent. Donc ça, c'est très important de le faire pour les bonnes raisons. Ou parce que c'est à la mode. Il y a plein de réseaux sociaux en ce moment. Tiens, je vais faire un énième réseau social où on peut partager ses photos avec un filtre. Ça sert strictement à rien. D'accord ? Ou parce que pour être le prochain Mark Zuckerberg. Ça, j'en ai entendu aussi. Toi, c'est quoi ton objectif ? Moi, je veux être leader sur ça et ça. Donc finalement, c'est pour le succès, c'est un succès personnel. Ça, c'est une mauvaise raison. Il faut vraiment donner un sens à son projet, et ce sens, c'est un peu ce qu'on appelle le mantra. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot, mantra ? Le mantra, c'est quelque chose qui se résume en quelques mots, et qui doit résumer le pourquoi vous lancez tel ou tel projet. Pourquoi est-ce que cette idée, vous vous dites, si je la développe,
ça va atteindre tel et tel objectif. Par exemple, mon mantra, moi, mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui souvent sont en perdition pour une raison X ou Y. Donc c'est des entrepreneurs souvent innovants qui viennent me voir et qui disent bah là j'ai un problème, je sais pas ce que c'est, donc c'est à toi de voir quel est le problème et de m'expliquer comment est-ce que je dois faire pour le résoudre. D'accord ? Et je leur pose toujours la question, et c'est quoi ton mantra, c'est quoi ta vision stratégique, ton but ultime? Moi, si mon activité c'est ça, mon mantra, on dirait des papillons. Si mon activité c'est ça, mon mantra c'est aider les entrepreneurs à mieux réussir. Et donc toutes les décisions que je vais prendre pour développer mon activité, aujourd'hui je suis un consultant indépendant, mais demain je peux décider d'être une agence, de recruter des gens, d'avoir des équipes. Toutes ces grandes décisions que je vais faire pour développer mon idée doivent servir mon mantra. Cette espèce d'ambition ultime qui va bien au-delà de ma propre ambition professionnelle ou personnelle. D'accord ? Donc ça, c'est se poser la question aussi, si je veux devenir un entrepreneur innovant, c'est quel est mon mantra ? Et enfin, dernière partie, c'est l'état d'esprit. À votre avis, je vais vous poser la question directement avant d'enchaîner, parce que j'aime pas les grands monologues et après les questions-réponses, c'est très saccadé. À votre avis, quel est l'état d'esprit à avoir pour être un entrepreneur innovant ? Ouais. C'est-à-dire ? Très bien. Très bien. Autre chose ? C'était, pardon, refais-le. Ok, pourquoi persévérant ? Ok, quelqu'un d'autre ? C'est le déjeuner qui vous a tous tués comme ça ou... Alors, l'état d'esprit. Je vais vous expliquer quelque chose sur l'état d'esprit. En fait, c'est une dame qui s'appelle Carol Dweck, qui est psychologue dans une grande université américaine qui s'appelle Stanford, et qui a travaillé pendant toute sa carrière à essayer de définir pourquoi est-ce que des gens qui partaient dans les mêmes conditions, certains réussissaient en tant qu'entrepreneurs, entre autres, et d'autres échouaient. Et elle s'est posé cette question toute sa vie et elle a fait tout un tas d'études psychologiques avec plein de gens, avec des entrepreneurs, avec des professionnels, avec des enfants, avec des adolescents, des garçons, des filles, tous les milieux, etc. Et en fait, elle en a conclu qu'il y avait deux types d'état d'esprit à avoir. Il y a un état d'esprit dit fixe et un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe, il considère que les capacités intellectuelles qu'on a, notre intelligence, nos talents et les différentes aptitudes qu'on peut avoir, sont des choses qui ont toujours été là et qui ne changeront ou qui n'évolueront pas ou peu. Aujourd'hui, je suis comme ça. Par exemple, je suis bon en maths, je sais que je serai toujours bon en maths. Ou alors, je suis nul en dessin, je serai toujours nul en dessin. Ça, c'est un état d'esprit qui est fixe. D'accord ? Et en parallèle, il y a l'état d'esprit de croissance. Donc l'état d'esprit de croissance, c'est considérer que toutes les facultés qu'on peut avoir, que ce soit des facultés physiques, je suis souple, je suis costaud, je suis rapide, ou des facultés intellectuelles, je suis bon en maths ou je suis nul en dessin, tout ça, c'est amené de toute façon à évoluer si je m'en donne les moyens. C'est de considérer finalement à juste titre que le cerveau est un muscle, et que plus je le nourris de savoir, et plus je le fais travailler, plus il aura cette capacité à grandir et à me faire gagner en aptitude, et donc à progresser. Et plus je progresse, logiquement, plus je suis capable d'être un entrepreneur innovant et de réussir. Ok ? Donc ça ne veut pas dire que c'est un bon et un mauvais état d'esprit, mais c'est dire qu'il y a un état d'esprit qui vous conditionne à réussir et un état d'esprit qui vous conditionne davantage à stagner. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important. Si je prends quelques exemples de situations pour vous expliquer un peu ces deux états d'esprit. Si je prends l'exemple du challenge, si je suis face à un challenge, l'état d'esprit fixe, il va avoir tendance à l'éviter, le challenge. Alors que l'état d'esprit de croissance, il a tendance à le rechercher. D'accord ? On s'est tous retrouvés dans un challenge, quelque chose qu'on savait peut-être un peu trop difficile pour nous. Là, j'ai quelques exemples, comme une compétition sportive. J'ai mis à aborder une fille ou un garçon en soirée, et c'est vrai. Demander une augmentation, faire une conférence devant je sais pas, plusieurs centaines de personnes, créer son entreprise, etc. Il y a toujours des challenges où on se dit je suis pas sûr de réussir, et là il y a vraiment deux types d'état d'esprit, celui qui recule et celui qui va aller chercher le challenge. D'accord ? Ah oui, ça c'est un exemple qui me fait marrer. C'est celui quand vous êtes à un spectacle,
Vous allez voir un humoriste ou n'importe quel autre spectacle. Et vous êtes placé sur les 3 ou 4 premiers rangs. Il y a toujours un moment dans ces spectacles où la personne va dire « Tiens, je vais faire monter quelqu'un du public sur scène ». Si même moi, je m'amuse à dire « Tiens, je vais faire monter l'un d'entre vous sur scène », il y a tout de suite une petite atmosphère de stress qui se met en place. Et si finalement vous stressez à l'idée de monter sur scène parce que c'est difficile, parce que ça fait peur de parler devant des gens, parce que vous avez peur du jugement, etc., c'est que vous êtes dans cet état d'esprit qui est fixe, de dire de toute façon je peux pas évoluer, donc j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, etc. Alors que si vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire bah moi ça va me faire progresser, de parler devant un micro, de parler devant des gens, d'essayer de pas rougir, etc., vous êtes dans le bon état d'esprit. Mais finalement on se rend compte que la majorité des gens sont, ou en tout cas ont du mal à aller vers cet état d'esprit de croissance. Après il y a les obstacles. Face aux obstacles, un état d'esprit fixe, il a tendance à baisser les bras un peu rapidement. C'est trop difficile. De toute façon, je suis nul en maths. Okay, et un état d'esprit de croissance, il a tendance à persister quand il rencontre des difficultés. Et on l'a vu tout à l'heure, persister, si je suis un entrepreneur innovant, je suis obligé. Aucun entrepreneur innovant ou aucun entrepreneur tout court ne peut réussir sans se planter. Parce que c'est quand tu te plantes que tu apprends, que tu comprends pourquoi tu t'es planté, que tu ne refais pas 2 fois la même erreur et que tu continues, et ainsi de suite. Il faut vraiment imaginer le parcours entrepreneurial comme un escalier. Il y a forcément un moment où tu rates une marche, mais tu te lèves et tu continues à grimper jusqu'au succès. Okay, et si je reprends encore une fois l'exemple du football, imaginez que vous êtes en quart de finale de votre championnat et le coach vous demande si vous vous sentez de figurer en premier sur la liste pour des joueurs qui vont tirer le penalty. Là pareil, soit vous êtes l'état d'esprit fixe, soit vous êtes l'état d'esprit de croissance et vous allez vous dire je me sens pas forcément capable, mais ok, vas-y, mets-moi sur la liste et je vais essayer. D'accord ? Ça c'est le bon état d'esprit, même si vous ne vous sentez pas de le faire. Ensuite, face aux efforts, l'état d'esprit fixe, il a tendance à voir l'effort comme inutile, puisqu'il de toute façon, il considère que ses aptitudes, elles sont pas amenées à évoluer ou de toute façon très peu. Alors que l'état d'esprit de croissance, il a tendance à percevoir l'effort comme un moyen de s'améliorer. D'accord ? Les critiques. À votre avis, comment est-ce que l'état d'esprit fixe réagit face aux critiques ? Mal. Il a tendance à ignorer les retours négatifs ou les reproches. Et du coup, à contrario, l'état d'esprit de croissance, comment il reçoit les critiques ? Allez-y. Ouais, exactement. En fait, il en tire des leçons. C'est ça. Il a tendance à vouloir apprendre de la critique. Et le succès des autres. L'état d'esprit fixe, il a tendance à se sentir menacé par le succès des autres. Assez logiquement. Il est jaloux. Alors que l'état d'esprit de croissance, il a tendance à s'inspirer du succès des autres. Et ça, c'est un truc qui... y a plein de bouquins comme ça qui cartonnent dans l'entrepreneuriat, sur les Zuckerberg, les Elon Musk, etc., avec des autobiographies ou des bouquins qui cherchent à expliquer pourquoi est-ce que tel ou tel entrepreneur à succès a réussi. Et c'est des bouquins qui cartonnent, moi c'est des bouquins que j'adore, mais je suis pas le seul. Il y a plein d'entrepreneurs qui lisent ces bouquins-là pour se dire qu'est-ce que je peux tirer de son expérience à lui, pour améliorer moi mes résultats en tant qu'entrepreneur. D'accord ? Donc en conclusion, comment devenir un entrepreneur innovant ? Il y a 5 points à retenir. Le premier, c'est avoir un maximum de connaissances sur les sujets que vous aimez ou sur les sujets qui comptent. D'accord ? C'est ce que j'ai dit au début, c'est pas indispensable, mais plus vous avez de connaissances, plus vous avez de cartes en main pour réussir. Ensuite, avoir la liberté de faire vos propres choix, être autonome. D'autant plus qu'en général, on se lance dans l'entrepreneuriat pour essayer d'exploiter l'ensemble de ses capacités. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Quand un entrepreneur réussit, un fonds d'investissement ou autre institution investit dans l'entreprise, il perd du coup le contrôle et l'autonomie qu'il avait sur son activité et ça se passe très très mal. Ça, c'est un cas de figure qui est très fréquent. Troisième point, avoir la possibilité d'apprendre et de s'améliorer. Là, c'est se laisser les possibilités de le faire. Moi, je sais que ça fait 1 an que j'ai dans ma routine tous les matins et je vous assure que c'est pas évident à tenir. J'essaie de tenir de 45 minutes à 1 heure avant de commencer à travailler, ce que j'appelle de la lecture progression. C'est que je prends un bouquin ou des articles dont je choisis le sujet et je considère que ces sujets ou que cette lecture va m'aider à m'améliorer dans mon métier. Et si vous tenez 45 minutes, 1 heure par jour de ça, il y a forcément un moment où vous nourrissez votre cerveau des bonnes choses et où ça se retrouve dans votre travail. Avoir un mantra. Qui peut me rappeler ce qu'est un mantra ? Je sais que tu sais au fond.
Non, pas tout à fait. C'est ça, c'est une ambition suprême en fait, quelque chose qui va bien au-delà. Je vous avais donné l'exemple en disant, tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat en te disant, moi je vais être entrepreneur pour gagner de l'argent. Il faut que tu aies une ambition suprême. Quelque chose qui va bien au-delà, qui va guider l'ensemble des décisions qui vont t'amener à la réussite en tant qu'entrepreneur. Et enfin, avoir un état d'esprit de croissance. Et c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Dis-moi. Non, mais récemment, on pouvait lire que Google, donc une grosse compagnie aux activités quand Mhm. même, a retiré de son manifeste, donc moi je considère que le manifeste c'est un peu le mantra au sens large, Clairement. a retiré de son mantra une phrase qui dit ne pas être diabolique. Mais est-ce que ce genre de phrase peut être considéré comme un mantra pour une boîte de cette envergure? Bah, je trouve pas ça très ambitieux ni très positif, à vrai dire. En fait, ça faisait partie de leur manifeste, ne pas être diabolique, c'était quelque chose qu'ils répétaient très souvent. En Ok. fait, je reformule ma question, mais est-ce que quelque chose d'aussi haut, aussi Abstrait? abstrait, À partir du moment où ça peut guider les décisions que tu prends dans ton entreprise, oui. Mais après, il faut bien différencier. Parce que le mantra, c'est quelque chose qui vous appartient à vous en tant qu'entrepreneur. Je ne parle pas d'un slogan publicitaire. Je ne parle pas d'un McDonald's qui dit venez comme vous êtes. Ça, c'est pas un mantra. D'accord? Le mantra, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, qui est censé guider l'ensemble de vos décisions en tant qu'entrepreneur. J'essaie d'imaginer, moi, pour mon business, me dire mon mantra, c'est ne pas être diabolique. Euh, c'est particulier. mais du coup, c'est une vision très haute. Bah, pas forcément très haute, mais par exemple, je sais que mes anciens clients, ils sont dans la communication avec les grands comptes, les grandes entreprises, et leur mantra, c'est rendre les grandes entreprises plus humaines. C'est en tout cas peut-être un peu plus concret. Ne pas être diabolique, en fait, ça peut être interprété de tellement de manières que ça peut guider plein de mauvaises décisions. Enfin, c'est comme ça que je ressens celui-ci, en tout cas. Peut-être plus concret, ouais, plus explicite. À mon sens, oui. Déjà, avoir des mots négatifs, diabolique, c'est pas positif comme terme. C'est presque terrifiant même, ouais. Pas être Oui, mais déjà, utiliser un terme négatif, même si on en met à la négation dans la phrase au sein d'un mantra, psychologiquement, ça induit déjà quelque chose de pas très. Mais non, mais c'est vrai que je trouve ça particulier, ouais, ne pas être diabolique. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des idées que vous vouliez concrétiser ou pas? Pas de futur entrepreneur ici? Si? On y arrive? Ouais, Tu veux parler de ton idée? oui, On t'écoute. vous m'entendez, non? Si tu veux, vas-y, oui. Comme tu veux. Alors, mon idée, j'ai travaillé dans une entreprise et je me rends compte que quand on change de métier, quand on change de poste, on fait plein de choses. Souvent, on part de son poste et on n'a pas le temps de transférer les informations à la personne qui va nous suivre, ou on ne le fait pas bien. Ou parce que il y a la loi qui impose certains délais avant de pouvoir recruter quelqu'un, on ne rencontre même pas la personne qui va nous suivre. Et je trouve, voilà, il n'y a pas d'histoire dans l'entreprise continue. On n'a pas la possibilité de transmettre ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ce que la personne qui nous succède pourrait faire. J'aimerais, Mhm. je vais Ouais. essayer de monter en ligne, une plateforme. Ça va permettre aux gens, par rapport avec un format vidéo, donc c'est assez court, c'est assez sympa, de se filmer et de répondre à certaines questions. Même si la personne ne croise pas la personne qui va prendre son poste après elle, il y a quand même des informations qui vont pouvoir lui arriver et ça va faciliter l'arrivée de la nouvelle personne à ce poste. Mon objectif, c'est de poser des questions, de faire poser des questions via Internet, que les personnes puissent y répondre et que la personne qui arrive à son nouveau poste ait ces informations pour que ce soit plus facile pour elle de démarrer son travail. Ok. Et du coup, ton mantra, ce serait quoi? En quelques mots. Utiliser les nouvelles technologies au service du développement du capital humain. Donc si je réduis, c'est servir le capital humain.
Là, c'est un mantra, un peu plus. Et là, servir le capital humain, ça t'ouvre un périmètre d'action qui est extrêmement large. Donc tu peux très bien démarrer sur l'idée que tu viens de pitcher et partir sur plein d'autres idées, sur plein de secteurs différents. Mais c'est pour ça que c'est très important de définir quel est ton mantra au début, puisque c'est vraiment ça qui va tout dicter. Ok. Pas d'autres entrepreneurs? Ouais. Dis-nous. Du coup, moi, comme tu disais, je suis un fan de maths. Et j'ai été ingénieur en informatique. Du coup, ton idée me plaît bien parce que quand je suis parti de la banque dans laquelle je travaillais, j'ai pas eu le temps de bien former la personne qui m'a remplacé. Je lui ai écrit quelques petits mots, mais pas mal de choses que j'ai oubliées. Du coup, si NG Direct ne fonctionne pas très bien des fois, ça peut être de ma faute. Voilà. Et du coup, mon idée actuelle, c'est une plateforme en ligne, un site internet, pour aider des étudiants comme vous et des lycéens dans leurs devoirs de mathématiques. L'idée, c'est que vous m'envoyez une photo de votre exercice et moi, je vous accompagne tranquillement pour vous aider à résoudre l'exercice. Je ne le résous pas à votre place, mais je vous aide, je vous donne des petites astuces pour que vous puissiez le résoudre à votre place. Et le résoudre tout court. C'est du soutien scolaire en ligne. Exactement. Ok. Dédié aux maths, parce que je donnais plus de 15 ans. Pendant 15 ans, je donnais des cours de mathématiques. Ok. Aux étudiants, du coup, je kiffe. Et donc du coup, ton mantra, ce serait? Moi, mon mantra, c'est, j'en ai deux, c'est quand rien n'est prévu, tout est possible. Ok. C'est une phrase d'Antoine de Maximi qui, du coup, pour moi, à chaque fois, tous les jours, c'est un. Chacune des journées qui m'arrive, ben, c'est une façon d'apprendre des nouvelles choses et de rencontrer des nouvelles personnes différentes. Et ça, c'est cool, j'adore. Ok. Et l'autre, c'est Fall Down 7, Get Up 8, ce qui veut dire tombe 7 fois, mais relève-toi 8 fois. En gros, c'est ce qu'on disait, toujours persévérer. Quand tu te plantes, quand tu fais une erreur, c'est pas grave, il faut toujours se relever et essayer d'avancer encore, et réessayer encore. Et Et t'as d'esprit de croissance, quoi. Exactement. Et ça, finalement, c'est tes mantras à toi. C'est des mantras personnels. Ouais, totalement. C'est ce qui te motive, ce qui te drive toi. Mais c'est pas le mantra de ton entreprise. Ah ouais, Qu'est-ce que ce serait le mantra de ta boîte? enfin, Mais tout simple, hein, sans en faire un slogan, hein. Moi, je te rappelle le mien, j'accompagne des startups, c'est aider les entrepreneurs à mieux réussir. C'est très simple. faire kiffer les gosses, enfin, faire kiffer les maîtres. Ouais, ok. Pourquoi pas? Faire kiffer Aux étudiants, du coup. les... Ouais. Ok. Ça, c'est un mantra. Particulier, mais c'est un mantra. Donc, ça peut guider toutes tes décisions. Autre chose? Oh, ça baille fort, je suis désolé, hein. C'est trop compliqué? Ouais, je sais. Pas de questions? C'est terminé? On arrête là? Bon, merci beaucoup.